En fait, ma question finalement derrière tout ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le confort d'avoir sa RP, est-ce qu'il est compatible avec un enrichissement intéressant? Et là où je me suis fait peur, et j'ai comparé, j'avais été locataire depuis le premier jour de cet investissement en payant 700 € par mois. J'avais une capacité d'épargne de 875 € avec un taux d'endettement à 0. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec mon appart, du premier jour, entre l'apport, les charges et tout ça, je suis à moins 45 000 € de cash flow. Et dans le même temps, si j'avais été locataire, j'arrêtais à plus 42. Mais du coup, c'est pas évident pour vendre non plus. Et à la fin de l'épisode, la solution, c'est arbitrer cet investissement. C'est un blocage. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode coaching. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode coaching et aujourd'hui je suis avec Mathieu. Mathieu, il a une problématique, c'est qu'il a investi dans une résidence principale qui lui coûte un peu d'argent, peut-être trop, on va voir. Et en fait, il se pose la question de savoir ce qu'il faut faire avec cette résidence principale, est-ce qu'il faut l'arbitrer, pas l'arbitrer, pour justement avancer et continuer à investir dans l'immobilier, en tout cas démarrer finalement un investissement immobilier locatif, puisqu'aujourd'hui, même si la RP reste un investissement immobilier en soi, ça n'est pas un investissement qui génère du revenu. Donc là, la problématique, ça va être effectivement de voir comment on peut aller accélérer sur l'investissement locatif en gardant ou pas cette résidence principale. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode du jour et on fait connaissance avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Julien, merci de me recevoir. Je t'en prie, avec plaisir. Merci de nous avoir amené des viennoiseries et à savoir des chocolatines. Parce qu'ici, on est à Toulouse, on parle de chocolatines. Le fameux débat. Voilà, donc c'est important. Toi, tu viens de Toulouse à la base ou... Ouais, moi je suis né à Toulouse. Ok. J'ai grandi à Rochefort. Et puis après, pour mes études, je suis revenu là. J'avais de la famille. Ok, au Bercail. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis finalement, après, j'y suis resté. Après, une fois que tu as tes potes et tout, tu fais ta vie, quoi. Bon, mais cool. Et on discutait de sport un petit peu avant. Moi, c'est un sport, pour moi, c'était dans une autre vie. Toi, c'est toujours, tu fais du triathlon, j'en ai fait. Donc, on va dire des connaissances communes sur Toulouse. Ouais. Donc, c'était marrant aussi de parler de ça. Le monde est petit. Donc, de bonnes valeurs. C'est un sport qui a de bonnes valeurs. Des valeurs, on va dire, de persévérance. Voilà. D'abnégation. Parce que tu fais du long ou du court ? Non, pour l'instant, je fais du court. Du court, ouais. Là, pour juin, je me suis inscrit au Xterra de Nouvelle-Aquitaine. Ok, donc Xterra VTT. Donc VTT et trail. Ouais. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ça paraît un peu ambitieux. Ouais. Mais 40 bornes, 1200 de dénivelé en VTT. Ok. Donc on va voir. Ouais, costaud. L'idée, c'est de le finir. Ouais. Pas d'objectif de temps, juste... Ouais, ok. De se faire un peu mal. Bon, mais cool. Non, mais c'est un sport génial. Je disais, là, mon fils est en stage actuellement à Cambrils, en Espagne, avec son club de tri pendant une semaine à fond. Et il nous envoie des vidéos et tout ça, donne un peu envie. Ouais, mais en même temps, je me dis, moins j'en fais, tu vois, et plus c'est dur d'aller rattraper le niveau que t'avais avant. C'est ça. Donc, en fait, j'arrive jamais à remonter sur un vélo, mais bon, c'est comme ça, il va falloir que je m'y mette un peu. Bon, bref, on va parler aujourd'hui d'immobilier. Et pas de triathlon, parce que les gens vont se désabonner en masse, sinon tellement ça leur fait peur de s'entraîner autant. Faut se faire mal mais on va parler d'immobilier. Donc moi j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu ton profil perso, pro, et qu'est-ce qui t'amène aussi aujourd'hui en matière de problématiques. Moi je suis conducteur de travaux dans les travaux publics. Ça fait 6 ans que je fais ce métier. Et en fait, une fois que j'ai été un peu établi, on commence par être chef de chantier 2 ans, et après, on passe conducteur de travaux. Et quand j'ai eu mon passage conducteur de travaux, j'ai été muté dans le Tarn-et-Garonne. Donc, j'avais 1 heure de route matin, 1 heure le soir. Ça me permettait d'écouter des podcasts, de m'intéresser à l'investissement. Et je me suis dit, bon, sans trop de connaissances, les taux sont bas, je suis établi, je vais acheter ma RP. Ok. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu. Quelle année ça ? Ça, c'était en septembre 2021. Ok. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu les quartiers. J'étais locataire à Lormeau, place Lormeau, pour ceux qui connaissent. Donc pas forcément centre-ville. Donc je cherchais dans ce quartier, un peu Guillaumerie, mais j'avais pas le budget d'aller en centre-ville. Donc j'ai fait quelques visites. J'ai contacté certains agents IMO. À l'époque, j'avais une moto, je faisais un peu de moto. Donc je me baladais sur mon temps libre en ville. Et à chaque agence IMO, je m'arrêtais, je laissais ma carte et je disais voilà mes critères de recherche, voilà mon budget, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Okay. Et un jour, j'étais en RTT un vendredi, la fille m'appelle, elle me dit j'ai un bien, on vient de le rentrer, il est pas dans votre quartier, mais il est dans votre budget, il y a une place de parking, il est à Compense-Caffarelli, vous pouvez venir le voir. Je dis ok, j'arrive. Ça reste, pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, ça reste en centre-ville. Hein, ouais, franchement, c'est plein centre-ville. Je cherchais pas ce quartier parce que c'était au-delà de mon budget. Moi, je pouvais emprunter à la banque 210 000. Ok. Donc, en fait, Compense, toujours au-dessus de 250 avec tout à refaire. Donc, c'était hors budget. Et donc là, je le visite. Pas le coup de cœur.
Mais franchement, je vois qu'il y avait un potentiel de ouf. C'était un appart où il n'y a que des baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. Il n'était pas habité depuis 4 ans, c'était une succession. Et donc, il y avait tout à refaire. Mais j'ai fait les calculs rapides, je me suis dit, bon, ça a l'air de passer dans mon budget avec l'apport et tout, donc je vais faire une offre au prix sans chercher à négocier. Ouais. J'avais fait d'abord une offre sur un autre appart avant à Guémery, en essayant de négocier, et je l'avais pas eu. Okay. Donc là, je dis, je vais faire au prix, ça passe, je vais pas batailler. Et puis il se trouve que le hasard fait que mes parents, venant de Rochefort, venaient voir des amis à tous le lendemain. Donc j'ai dit à l'agente immobilière, est-ce qu'il y a moyen de revenir samedi matin montrer à mes parents? Donc je suis venu avec mes parents, j'avais invité des potes, mes parents sont venus avec leurs potes, donc on est arrivé à 6 ou 7. Okay. Et l'agente immobilière, bon, ça l'a pas surpris, mais par contre les propriétaires étaient vachement surpris, d'autant que c'était une succession et qu'ils vidaient l'appartement. Okay. En fait, mais l'appartement était vide depuis 4 ans, mais il restait des bricoles. Ouais. Et donc quand ils m'ont vu arriver, ils étaient inquiets, à dire, disons, c'est un jeune qui débarque avec beaucoup de monde et tout, ça risque d'être le bazar. Et en fait, en discutant avec le propriétaire, je lui dis, voilà, moi, c'est pour m'installer, je vais faire des travaux, je vais y habiter. Il a bien aimé la démarche. Et du coup, il a dit, c'est à lui que je le donne, alors qu'il y avait un paquet d'investisseurs dessus. D'autres offres. Ouais, d'autres offres. Il était dans 3 agences, il y avait eu des dizaines de visites. Le matin même où je l'ai visité, à 1h, ils ont arrêté de le faire visiter parce qu'il y avait tellement de monde. Et il y avait beaucoup d'investisseurs. Il a dit, non, je veux le donner à Mathieu parce qu'il va y habiter. Okay. Donc franchement, le hasard que je sois dispo le jour... Enfin déjà que l'agente immobilière m'appelle, que je sois dispo pour aller visiter 1 heure après, que mes parents viennent après, enfin franchement toutes les planètes s'alignaient. Mais pour ça tu avais quand même laissé beaucoup de fois tes contacts dans beaucoup d'endroits. Ouais, mais ça m'avait pas demandé un effort particulier en fait, j'avais laissé mais c'était pas... Enfin je m'étais pas donné du mal quoi, j'avais juste présenté. Donc ça, et donc j'ai l'appart, je signe en septembre 2021 et là je commence à faire des travaux, mais vraiment tout à faire. J'en ai eu pour 57 000 € de travaux. Okay. Donc baie vitrée à changer, c'était du simple vitrage. Donc t'avais combien de mètres carrés? 46 mètres carrés. 46, ok. J'ai regardé les travaux, en fait, ça faisait quasiment du 1240. Ouais, avec les menuiseries. Avec les menuiseries. Ouais. Mais les menuiseries coûtaient une grosse blinde. Eh oui. Parce que c'était du sur-mesure, du double vitrage. Je voulais un truc qui isole bien phoniquement par rapport à la rue. Donc ça, après il y a eu du placo, il fallu casser des cloisons, refaire la cuisine, enfin vraiment tout du sol au plafond. Mais là, j'ai un truc vraiment chouette. Si tu veux quelques chiffres, en tout, l'appart, il m'a coûté 241 000 €. C'est quoi en tout? Tu mets tout dedans? Tout dedans. Frais de notaire? Tout ce que j'ai sorti, apport, frais de notaire, courtier, les frais de la banque, les intérêts intercalaires. Ok. Donc tout compris, en fait, il m'est revenu au moment où j'ai posé mes valises dedans à 241 000 €. Ok. Ouais, ce qui est un bon prix, hein, franchement, en tout cas pour le marché. Bon, même si là, le but, c'est pas de juger forcément le marché en local, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le marché, qui nous écoutent. Mais effectivement, c'est pas mal. Tu m'as pas donné ton âge? 29 ans. En fait, c'est là où j'étais content, où je me suis dit, j'achète pas trop cher, je peux le remettre à neuf, sans flamber, et je re-rentre à peu près dans mes frais. Si je le revends demain, je n'ai pas flambé en travaux et j'ai pas besoin d'attendre. Oui, ça me semble assez liquide en l'état 4 ans après sur ces budgets-là. Donc ça veut dire que tu aurais rattrapé tes frais de notaire et tout assez rapidement aussi, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, ok. Donc tu avais 25 ans quand tu as acheté? 26, ouais, c'est ça. 25, 26, ouais. Ok. Aujourd'hui, tu vis seul ou là, pas? Aujourd'hui, je suis seul, ouais. Ouais. En fait, le truc que j'avais pas fait gaffe. T'as acheté seul, hein? J'ai acheté seul, ouais. Ouais, que t'avais pas fait gaffe, hein? Ce que j'ai pas fait gaffe, en fait, à l'époque, il était pas habité depuis 4 ans, donc les charges, ils m'ont donné les relevés de charges. Ouais. Mais en fait, je pense qu'ils n'étaient pas aussi réels. Il n'y avait pas de consommation. Il n'y avait pas de consommation, ouais. C'est un chauffage collectif dans l'immeuble? C'est un chauffage collectif, mais qui est mutualisé. Donc ça, que tu consommes ou pas, finalement, ça changeait rien. Ah, ça, c'est chiant, par contre. Mais tout ce qui était eau chaude, en fait, il y avait 0 conso, et c'est du gaz. Et en fait, ça a pris une énorme claque, là, quand la guerre en Ukraine a commencé. Là, tu vois, par exemple, les charges cette année, j'ai regardé, j'ai payé 5 200 € de charges. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et quand j'ai acheté, les charges étaient estimées entre 2000 et 2500. Ah ouais. Et donc, il y a quoi là-dedans? Par exemple, quand 5200, ça fait du quoi? 410 à peu près par mois? Ça fait ouais, c'est ça. Je crois que ça fait du 450. Moi, je provisionne, tu vois, 450 par mois. Pour être sûr, 450. Ok, donc t'as quoi dans tes 450 €? Dans les 450, c'est les charges de copro. Combien à peu près? Enfin, comment t'arrives à les ventiler ou pas, là, de mémoire? De mémoire, non. Non. Je saurais pas te dire la part chauffage, la part eau chaude, je saurais pas. Ok.
Dire exactement. Donc là, en fait, tu as du chauffage qui est collectif, qui est refacturé au tantième et pas à la consommation. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon, on va en parler après. Ensuite, l'eau chaude sanitaire, du coup, qui est... ça, c'est facturé au réel. Facturé au réel, mais avec une chaudière, donc un abonnement gaz, c'est ça? Voilà. Donc tu as un abonnement gaz en plus de ton abonnement électricité. Moi, j'ai pas d'abonnement. C'est une chaudière collective aussi pour l'eau chaude. Mais facturé au réel, avec des facteurs. Tu as un compteur eau chaude, eau froide et il facture et ça, dans la copro, c'est possible de t'en séparer? C'est-à-dire, tu dis que toi, tu condamnes? Tu peux pas condamner? Tu peux pas. Ah, ok. Je sais pas. Je sais pas si tu peux, mais je pense que ce serait beaucoup de frais. Ouais. Parce que justement, aujourd'hui, la chaudière est en fin de vie. Ouais. Donc, il va falloir débourser... En fait, cette année, pourquoi il y a eu autant de charges, c'est qu'ils ont changé les ascenseurs aussi. Ouais. Donc, en temps normal, c'est plutôt 3 000 € par an. Ok. Mais ça reste quand même haut, j'ai l'impression. Ouais, 250 pour un T2, c'est beaucoup. Ouais. Et donc là, ils vont changer la chaudière. Et au devis qu'ils annoncent, ils n'ont pas encore acté. Mais ça donne, moi j'ai regardé par rapport à mes tantièmes, ça me ferait sortir entre 3 et 5 000 €. Alors ça, c'est, je trouve... c'est qui le syndic? C'est ADL. ADL, ok. Je trouve hallucinant de la part du syndic de changer une chaudière, parce que déjà, c'est interdit dans tous les logements neufs, le gaz. Et en plus, ça va être interdit dans les copropriétés anciennes aussi d'ici peu. Donc, changer aujourd'hui une chaudière à gaz, sachant que de toute façon, vous allez passer full élec dans les années à venir, en fait, la philosophie qu'ils ont eue, parce qu'ils y ont pensé, ils ont songé à voir si on pouvait tout remplacer à l'élec. Alors moi, j'avoue que ça m'embêterait un peu parce que j'ai mis des radiateurs et tout ça qui étaient un peu spécifiques quand j'ai rénové l'appart. Parce que j'avais tombé des murs, j'avais plus que des tout petits poteaux. Donc j'ai mis des grands radiateurs à eau qui coûtaient cher pour avoir la même puissance. Et en fait, de passer à l'électrique, non seulement le transfo aujourd'hui de la résidence, il n'est pas dimensionné pour tout passer à l'électrique, il faudrait que tous les copropriétaires se mettent des chauffages électriques, y compris chauffe-eau. Ah oui, et aujourd'hui, les appartements, ils sont pas faits de telle sorte à ce qu'il y ait la place de mettre un chauffe-eau, en fait, pour certains. Mais je pense qu'ils vont devoir trouver des solutions dans le temps. Parce que vraiment, il y a les lois pour le climat, etc. Elles sont assez strictes. Le gaz, c'est hyper polluant et donc, du coup, ça va être supprimé. J'avais fait une capsule d'ailleurs là-dessus avec les dates. Je les ai plus en tête. Mais il y a des dates assez clés dans le neuf et dans l'ancien pour interdire. D'ailleurs, je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il y a même une interdiction de remplacer une chaudière gaz si elle tombe en panne, par exemple chez toi. À partir d'une certaine date, tu pourras plus changer une chaudière à gaz. Je sais pas si c'est des chaudières spécifiques. Je t'avoue qu'ils nous ont pas donné plus de détails. Je sais qu'ils font des devis. Après, ils ont repoussé en fait vraiment le moment parce que il y avait un sujet, au moment donné, le chauffage urbain peut-être allait passer dans la rue. Et donc, ils se sont dit, on va essayer d'attendre au max pour s'il passe, se raccorder. Et tu vois, par exemple, si changer la chaudière et que 2 ans après, il y aurait le chauffage urbain, ça foutrait les boules. Mais ouais, c'est clair. Mais ok, bon, alors à renseigner, en tout cas pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, à voir, regarder un peu de documentation là-dessus, de ce qui se fait, parce que là, j'ai pas en tête, donc en spontané comme ça va être difficile de répondre. Mais en tout cas, si vous le savez d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo, vous pouvez le mettre aussi et nous aider là-dessus à avoir les réponses. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un sujet là-dessus, j'en suis certain. Maintenant, je n'ai pas les détails exacts, mais j'en suis certain. Le sens de l'histoire va à l'énergie électrique. Clairement, pas gaz. Ça, c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas fuel, pas gaz, électrique. C'est vraiment le sens de l'histoire. Donc, je suis assez étonné. Et aujourd'hui, en plus, on le voit, dans ces immeubles-là où il y a du collectif, les charges sont tout le temps faramineuses. Alors, attention, il faut retraiter aussi ça. C'est-à-dire que si tu étais en full élec, ton abonnement à l'électricité te coûterait beaucoup plus cher parce que tu aurais le chauffe-eau plus les chauffages électriques. Donc, il faut ramener aussi ça. C'est-à-dire que dans tes charges, tu as ta consommation en général d'électricité hors lumière. Voilà, parce que tu payes combien d'élec? Là, d'élec, je paye 55 € par mois. Ouais, tu paierais peut-être 90 par mois, un truc comme ça en moyenne. Quoi, tu vois, j'ai pas fait le calcul, voir combien, mais je pense peut-être ça vaudrait le coup. Mais bon, j'ai pas... Donc tu redéfalques un peu, voilà. Mais c'est sûr qu'il y a plus un intérêt quand même à être individuel sur son propre chauffage, sa propre consommation, que collectif. Parce qu'en fait, tu subis les décisions des autres, quoi qu'il en soit, sur un truc qui te concerne personnellement. Parce que si t'as pas envie de chauffer, t'as pas envie de chauffer. C'est ça. Il parle justement de mettre des répartiteurs. Donc il y a des gens... En fait, le chauffage est pas très bien fait. C'est une construction qui date des années 70. Et donc t'as des gens qui sont en bout de ligne, qui ont 18 degrés l'hiver. Et moi qui suis au milieu... J'ai 25 alors que j'ai les chauffages éteints. Juste les tuyaux en fait chauffent. C'est fou. Donc il parlait de proratiser avec des défalqueurs. Voilà. Donc les gens pensaient qu'ils allaient payer 0 si jamais ils ne chauffaient pas, mais en fait il y a quand même des coefs qui font que même si tu chauffes pas, la position de ton appart fait que tu as un coef qui donne.
Donc, ça, c'est pas évident, effectivement. Mais du coup, c'est pas évident pour vendre non plus. Si demain, si à la fin de l'épisode, la solution, c'est arbitrer cet investissement, c'est un blocage. C'est ça. Disons que aujourd'hui, l'appart, il me correspond vraiment. Genre, j'y suis vraiment bien, j'aimerais y rester. Mais il me coûte beaucoup d'argent. Tu vois, j'ai fait le calcul. L'équivalent loyer aujourd'hui de cet appart, entre ce que je rembourse de crédit et les charges, c'est 1 320 € par mois. Ouais. Dedans, il y a 610 € que j'amortis par mois et il y a 710 € de charges. C'est-à-dire les intérêts du crédit, la copro, les impôts et l'assurance du crédit. Ouais. Donc en fait, je me dis que tous les mois, en plus de ce que j'ai sorti d'apport, je perds avec quasiment 100 € tous les mois. Ouais. Alors à ça, il faudrait défalquer effectivement la consommation d'élec que tu économises, etc. Donc c'est un petit peu moins, je pense. Mais effectivement, ça fait beaucoup de charges à fond perdues sur lesquelles tu capitalises pas du tout. Sachant que pour l'instant, l'IMO, en fait, moi, l'appart, il m'a coûté 241. Aujourd'hui, si je regarde tout ce que j'ai sorti en charge, en cumulé de cash flow, il m'est revenu à 266. Et si je le vendais aujourd'hui, l'estimation, alors petit clin d'œil à Finari, il donne 234. Ouais, ok. Donc pour rentrer dans mes frais et retrouver mon apport, il faudrait que j'arrive à le vendre 266, sans compter les frais de notaire, ce qui, je pense, hormis quelqu'un qui a un coup de cœur de fou, mais c'est pas possible. Des charges, je pense qu'il faut pondérer un peu, parce que des charges, ça en aura toujours, quoi qu'il en soit, que ce soit du locatif, de la RP, et même dans un investissement qui est moins chargé, tu vas quand même avoir des charges de copro et tout ça, et donc tu peux considérer que c'est du fonds perdu également. Mais oui, là, je pense que des charges, c'est normal qu'il y en ait, parce que bon, il y a quand même du taf derrière, et puis il faut entretenir l'immeuble, il y a plein de choses. Il y a des assurances aussi dedans. Mais là, clairement, elles sont beaucoup trop élevées. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si tu devais effectivement le louer, tu le louerais jamais ce prix-là, ça c'est sûr, pour rentrer dans tes frais, ça c'est certain. Je pense que le prix du marché, je sais pas si tu l'as évalué, mais moi je l'imagine sur ces coins-là, peut-être autour de 800, 850 € le loyer. J'ai regardé honnêtement, parce que je mets des annonces sur le bon coin, voir à peu près les apparts similaires en centre-ville, qu'est-ce que ça peut donner. Je pense en termes de prestations, charges comprises, je peux arriver, parce qu'il y a une place de parking, il est refait à neuf, il est vraiment agréable. En meublé, je pense que je peux louer entre 1000 et 1100 € par mois. Avec le chauffage, avec les charges. Charges comprises, Et j'ai fait la simule, même en LMNP, ça serait pas forcément rentable. Et du coup, je savais pas si je le passais en LMNP, si je pouvais amortir et réintégrer toutes les charges que j'avais sorties, les travaux et tout ça dès l'époque. Tu vas rentrer le bien en amortissement, ça, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc tu vas déjà bénéficier de l'amortissement et il y a eu quand même pas mal de frais. Après, sur toutes les charges que tu as déjà initiées, franchement, j'ai pas la réponse. Honnêtement, c'est plutôt un expert comptable qui doit répondre. Là, j'ai pas du tout la réponse. Donc là, pareil, s'il y a des experts comptables qui nous répondent, qui nous regardent, qui s'ils peuvent répondre en commentaire, c'est cool, ça nous aiderait. Mais là, franchement, je vais pas prendre de risque à te dire oui ou non, je n'en sais strictement rien. Les amortissements, c'est sûr. Voilà. Les travaux qui ont été faits avant, je sais pas. Voilà. Et là où je me suis fait peur, j'ai calculé en fait en regardant. Aujourd'hui, avec cet investissement, j'arrive quand même à avoir une capacité d'épargne d'à peu près 300 € par mois pour investir. Mais je suis au taquet de l'endettement, donc je peux pas reprofiter du levier du crédit. Et j'ai comparé, si tu veux, si j'avais été locataire depuis le premier jour de cet investissement, en payant 700 € par mois, j'aurais une capacité d'épargne de 875 € avec un taux d'endettement à 0. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec mon appart, du premier jour, entre l'apport, les charges et tout ça, je suis à moins 45 000 € de cash flow. Et dans le même temps, si j'avais été locataire, j'aurais été à plus 42 en investissant sur du 4% par an, tu vois, j'ai compté. Donc, et si je le vends aujourd'hui à 230, j'arrive au cash flow de moins 3600 €. Ça m'aura coûté en fait 3600 € si je sors maintenant, entre ce que j'ai mis et... Oui, parce que la différence entre si tu étais locataire ou si maintenant tu es propriétaire, c'est que quand tu es locataire, tu n'as rien à vendre à la sortie. Donc tu sors une main devant, une main derrière. Alors que là, tu as quelque chose à vendre, donc tu peux récupérer, tu peux retrouver. Et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est qu'un investissement, si tu isoles une année donnée, tu n'as pas la vraie valeur de ton investissement. C'est que quand tu l'as clôturé, que tu sais vraiment ce que tu as gagné ou que tu as perdu. Donc là, le calcul est bon. En tout cas, ça, c'est la bonne méthodologie, je pense. Mais la question, c'est effectivement, la problématique qu'il faut traiter aujourd'hui, c'est comment
je peux investir dans l'immobilier alors que je suis planté avec cette RP qui me coûte un bras et à la fois qui grève ma capacité d'endettement et qui grève ma capacité d'épargne. Et qui m'enrichit pas. Et qui t'enrichit pas en plus. C'est pas évident. Il faudrait que tu me donnes un peu plus de matière sur les revenus déjà. Tes revenus à toi, tu vois, ton revenu annuel par exemple net. Ben moi, mon revenu annuel, alors net par mois, je suis à 2003. Alors annuel, il faut multiplier par 12, voir ce que ça donne, mais ça doit faire dans les 30... non, mais 30. 2003, c'est bon. Parce que des fois, les gens, ils parlent en annuel, c'est pour ça que je te dis. Mais 2003, c'est bon. Okay. 2003 net. La différence aujourd'hui, je le vois bien, de toute façon, si je garde cet appart, je peux pas refaire du levier au crédit, donc je peux pas m'enrichir avec l'immobilier, entre guillemets. Oui. Puisque l'immobilier, de ce que j'ai pu regarder, l'intérêt, c'est de faire du crédit, quoi. Sinon, autant faire autre chose. T'as mis combien d'apport ? J'ai mis 31 000 € d'apport. Donc là, si tu le vends aujourd'hui, admettons que tu le vendes pour rentrer dans tes frais, tu vas récupérer 31 000 plus combien de capital amorti ? En l'occurrence, est-ce que je l'ai marqué là ? Je crois que si je le revends aujourd'hui, j'ai pas le chiffre en tête. Parce que si tu veux, il y a la partie effectivement bilan comptable du sujet, mais il y a la partie bilan trésor. Combien tu vas pouvoir récupérer de cash à la sortie de cet investissement ? Ben là, si je le compte comme ça, si j'ai sorti 31 000 et que je le vends aujourd'hui, que ça m'a coûté 3 600, je récupère le delta, donc 27 000 quoi. 27 000 plus le capital amorti. Non, y compris. Ça, tu l'as compris. Ah oui, dans les 3600, tu as compris déjà. Okay. Dans les 3600, en fait, ça comptait le capital amorti. Ok. Donc bon, allez, on va dire 30K dispo. T'as des liquidités à côté ? Ouais, j'en ai un petit peu. Combien ? J'ai à peu près 60 en actions, mais que je pourrais sortir. Sur un quoi ? Là, c'est sur un plan épargne entreprise de ma boîte d'avant. Donc je peux plus y investir maintenant parce que j'ai changé d'entreprise. Ouais. Mais ils sont dispo si je veux les récupérer. Ouais, en plus les rendements doivent être assez pourris, non ? Non, franchement, c'est les actions Eiffage. Ça sert des dividendes à 4% en ce moment. Ah, mais c'est que les actions Eiffage, c'est pas un PE où ils investissent sur des... Non, là, tu pouvais acheter les actions. Tu pouvais acheter les actions. Donc franchement, ça valait le coup, tu vois, je bataillais pas trop, t'avais une petite marge parce que tu peux les acheter moins cher, donc tu te prenais pas la tête. Ouais, c'est clair. Et franchement, ça marchait bien. Ça, c'est cool. Et après, livret A un petit peu. Plus livret ? Ouais, livret A, on va dire 15. Ok, bon, déjà, c'est pas mal, t'as une bonne surface financière quand même, tu vois. Pour 29 ans, il y a quand même potentiellement 100 cas de disponibilité, tu vois, si t'arbitres. Donc c'est quand même pas mal déjà vis-à-vis des banques. Je pense que ça peut aider à compenser, tu vois, un endettement un peu ric-rac ou un truc comme ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, ton crédit, il est de 700, tu m'as dit ? Mon crédit, là, je paye 811 par mois. 811. Intérêt compris. Et il me reste 190 aujourd'hui à rembourser. 190 000. Ouais, ok. Donc là, si on fait un calcul bête et méchant du HCSF, on va dire, on est à 2300. Ça, c'est ton revenu net, il n'y a pas de prime, il n'y a pas de compteur intégré. Net, ok. Bah, t'es au taquet. Ben ouais. T'es au taquet. C'est 805. 2300 fois 0,35, c'est 805. Et t'as 811. Non, mais quand j'ai emprunté à l'époque, j'étais au taquet. Ouais, t'es au taquet. Ok. Arrêtez tous de m'appeler s'il vous plaît. Merci. Bon, du coup, effectivement, 35% d'endettement, c'est compliqué. Là, même s'ils peuvent déroger, les banques peuvent déroger pour des projets, en général... Pas forcément assez pour... Alors déjà, sur les 20% de dérogation, il y en a, je ne sais plus les chiffres en tête, mais c'est à peu près 12 ou 14% que pour des résidences principales. Ouais. Voilà. Et après, donc, il te reste 6 ou 8% derrière pour un type de catégorie d'investissement locatif et après, plus grand-chose, quoi. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et c'est une dérogation en montant, d'ailleurs, pas en nombre de dossiers, par agence en général. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà prêté beaucoup à des gros projets. Il ne reste plus grand-chose pour déroger. Et encore une fois, pour les dérogations, si tu arrives en fin d'année et qu'ils ont déjà utilisé beaucoup de dérogations, c'est un peu compliqué aussi. Donc, voilà. Bon, ça ne rentrera pas dans la dérogation, en tout cas, des partenaires bancaires en général. Je parle d'expérience, il n'y a rien de scientifique, mais voilà. En tout cas, il y a quand même des directives. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu veux continuer d'investir, il faut te libérer de la capacité d'endettement. Et pour te libérer de la capacité d'endettement, il y a deux solutions. Il y en a peut-être une troisième derrière, mais il y a deux solutions. La première, c'est effectivement arbitrer, te remettre en loc
et du coup avoir une charge bien moindre pour un appart qui sera peut-être bien mieux, même si celui-là tu as mis du cœur et tout ça, mais c'est clair que rapport coût, aujourd'hui c'est ça, en fait, t'as tellement investi dedans que, émotionnellement, qu'une fois que t'es dedans, t'es content. Oui. Donc je pense que voilà, en plus si tu voulais pas à la base être forcément trop en centre-ville et tout, ça veut dire que tu peux accepter d'être un petit peu plus loin, peut-être. Je t'avoue que maintenant que j'ai goûté, tu t'y habitues bien. Mais tu vois, tu disais Lormeau, mais par exemple Lormeau, dans 3 ans il y a le métro. Ouais, c'est sûr. À l'époque où tu y habitais, c'était. Mais c'est pas le loin, même esprit, tu vois, c'est pas le même, même cadre. C'est sûr. Quand tu passes à Arnaud Bernard, t'as les petites rues pour aller au Capital. Ouais, tu peux te faire couper la gorge et tout, c'est cool. Ça dépend. Ah non, ça change, franchement, c'est chouette. Je plaisante. J'ai un appart rue Arnaud Bernard, moi, donc je connais bien le coin. Mais ok. Donc la première solution, ce serait évidemment ça. Donc on va voir si c'est la bonne ou pas, mais en tout cas, ça serait une solution. La deuxième, clairement, c'est de trouver des partenaires d'investissement pour qui t'amèneraient de la capacité d'endettement. Donc typiquement t'associer avec quelqu'un qui n'a pas d'endettement, qui a envie d'investir dans l'IMO, avec qui tu t'entends bien. En tout cas aujourd'hui. Et voilà, mais ça c'est à toi de voir si c'est le but ou pas. Et il n'y a pas de troisième, c'était les deux. Ça c'est de la SCI du coup. Ouais, de la SCI, oui, parce qu'en indivision, comme tu seras sur ta quote-part, ça marchera pas. Parce que pareil, ils vont regarder ton endettement, mais ouais, sur une SCI, ça pourrait. Alors ils vont quand même regarder ton endettement à toi, mais si tu t'associes avec quelqu'un, que ce soit un parent proche, des amis ou autre, avec quelqu'un qui n'a pas d'endettement et qui, toi, tu peux par exemple amener du cash. Tu vois, as du cash, donc tu peux amener du cash en compte courant dans la SCI. L'autre personne amène sa capacité d'endettement. Ça te permet d'investir dans l'immobilier. Certes, c'est pas 100% pour toi, mais en même temps, tout seul, tu pourrais pas le faire. Donc voilà. Non, mais tu vois, ça peut faire sens parce que justement, mon frère est kiné. Et donc, il vient de libéral, commencer. Libéral, et donc, il commence à regarder pour investir. Et justement, il regarde pour faire du LMNP. Mais je sais pas si on fait ensemble, du coup, ou en famille, est-ce que ça fait sens pour lui de passer en SCI plutôt que de faire du LMNP? Ça sera moins intéressant. J'ai la solution pour vous. C'est ton frère. Frère, ouais. SARL de famille. SARL de famille, donc c'est société. Il y a des statuts. Vous pouvez tout écrire dedans, les règles de gouvernance, etc. Sauf que c'est la seule personne morale qui peut être assujettie au LMNP. Donc ça veut dire que j'ai aussi une sœur. Donc ça veut dire que on peut faire mon frère, ma sœur, mes parents, une SARL de famille, et investir en bénéficiant du LMNP. Exactement. Et ça veut dire que pour passer en LMNP, est-ce que ça compte tous les revenus de toute la famille avant de dépasser le seuil? C'est de la quote-part. C'est de la quote-part. Donc c'est chacun qui gérera cette partie-là de son côté. C'est de la quote-part. Si tu veux, c'est pas la SARL de famille qui va être vraiment en tant qu'entité unique, parce qu'en fait, ça reste de l'IR derrière, puisque c'est du nom propre, ça reste de l'IR. Donc c'est chacun qui va, comme sur une SCI à l'IR, c'est chacun déclare son imposition et chacun est imposé. C'est pas la SCI qui est imposée. Par rapport à sa quote-part. Voilà, par rapport à sa quote-part. Donc si par exemple, effectivement, ton frère, il est déjà au taquet, admettons, il est déjà au taquet du LMNP et que du coup, ça va le faire basculer LMP, mais pas toi. Voilà. Donc SARL de famille, c'est génial quand tu as un lien de parenté direct. Parents, enfants, filiation, frères et sœurs. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et ça, tu peux bénéficier du même régime LMNP comme si tu es une personne morale, la SARL de famille. Ça. C'est de l'IR, mais tu peux faire du meublé, donc du revenu micro-BIC, enfin du revenu BIC plutôt. Au réel. Au réel. Et je pense, c'est pour ça que je me suis corrigé, pas micro, mais tu peux être au réel en bénéfices industriels et commerciaux en étant à l'IR. J'avoue, je ne savais pas que... Donc, toujours pareil, moi je te donne mon expertise, je préfère toujours faire vérifier par l'expert comptable, mais pour moi c'est la solution pour investir à plusieurs avec des gens de confiance, puisque c'est du coup tes frères, ton frère, ta sœur. Il faut que j'en parle à mes parents. Et ça peut être un deal intéressant parce que peut-être que tu vas avoir un parent ou un frère ou une sœur qui ne va pas avoir de cash mais qui n'aura pas d'endettement, donc il va apporter sa pierre à l'édifice. Toi, tu vas être aussi peut-être l'exécutant parce que c'est toi qui va être moteur sur le sujet et tu vas dédier de ton temps. Donc après, vous trouvez un jeu d'équilibre en fait à qui amène quoi et comment on se répartit les parts. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'au final, c'est aux capacités prorata de chacun et chacun en bénéficie après. C'est pas mal, quoi. Et vous pouvez tout écrire pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si par exemple il y en a un qui veut sortir, comment ça va, qui c'est qui dirige, si on veut vendre un bien, qui décide, quelles sont les règles de majorité. En fait, parce que l'indivision c'est un peu bloquant. L'indivision, quand tu investis avec ton frère et ta soeur en indivision, même s'il y en a un qui a 1%, il peut bloquer la vente. Alors
c'est vrai, c'est pareil, parce que tu peux mettre une condition d'indivisaire, et du coup, dans la convention d'indivisaire, c'est un peu comme des statuts d'une boîte, et tu peux tout faire. Mais là, clairement, SRL de famille, c'est pas mal. Les banques commencent à connaître maintenant un peu. Voilà. Et il y avait un autre sujet sur la SRL de famille. En termes de compta, ça coûte pas beaucoup plus cher que... Enfin, ça coûte pareil qu'une SCI, quoi. Ça va pas chercher bien cher. C'est pas beaucoup plus cher qu'une LMNP. Il faut juste trouver le bon expert comptable qui maîtrise le sujet. Moi, je pourrais te filer un contact si jamais, qui lui-même investit dans l'IMO depuis... Enfin, moi, c'est mon comptable personnel d'ailleurs depuis 15 ans. J'avais un autre sujet que je voulais te dire sur la SRL de famille, un autre point important, mais je sais plus, donc ça me reviendra. Ok. Non, mais effectivement, ça peut être un bon point. Est-ce que ça soulève des questions, ça, la SRL de famille Non, j'y avais pas pensé. Je t'avoue que personne n'en avait jamais parlé. Et finalement, je savais pas qu'on pouvait le faire en mutualisant comme ça et bénéficier du LMNP. Parce que je t'avoue que du coup, comme mon frère, lui, il n'a pas trop le temps de regarder. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu Excel, faire les projections, voir où ça donne. Je me suis fait un tableau justement pour la LMNP qui compte vraiment les amortissements, l'abattement que tu as suivant comment tu gardes, pour voir le cash flow que tu as par mois. Et quand tu le revends, année par année, tu vois combien ça fait en fonction du prix de vente. Tu peux changer ton crédit, un truc pas mal. Ah, c'est cool. Et je pourrais te le montrer si tu veux. Et du coup, on sert de cet outil-là pour comparer. Donc, en 2 secondes, il rentre son crédit, il peut modifier 15 ans, 20 ans, il regarde. Et toutes les charges qui rentrent dedans, la copro, la fiscalité. Et en fait, ça lui sort vraiment du net à la fin, en revente, fiscalité compris, impôt sur le revenu compris, tout compris. Et il voit en fait qu'est-ce qui vaut le coup ou pas. Donc, j'avais ce qu'il fallait pour regarder. Alors après, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il faut vraiment avoir de la chance ou trouver vraiment le bon bien pour que ça soit rentable, même en LMNP, avec les taux des crédits aujourd'hui, j'avais l'impression. Alors ça dépend ce que tu envisages comme rentabilité. C'est quoi ta définition de rentable ? En gros, là, ce qu'on regardait pour rentable, c'est à partir de quel moment, si je le revends, au bout de combien de temps, je suis à l'équilibre financier. Donc, rentabilité, 10 ans par exemple, si je gagne 0 € si je le revends à 10 ans. Alors après, on prenait des projections pessimistes. Tu vois, on comptait 0,5% de revalorisation de loyer, par exemple. On comptait 1% par an, voire 0 d'appréciation. C'est très conservateur. Hein. Franchement, vraiment pessimiste. Ceinture bretelle. Et donc, on regardait ça. Et on regardait à partir de quel moment on basculait à gagner de l'argent et par rapport à l'apport, la performance annualisée sur la durée et qu'est-ce qui valait le coup. Donc, on regardait ça. Et lui, ce qu'il a trouvé pour l'instant, c'est construire une maison à Poitiers, neuve. En 10 ans, il gagne, avec l'apport qu'il met, il est à 30 000. Donc finalement, c'est pas dégueu sans s'endetter. Alors nous on en fait tous les jours des tableaux de simulation. Encore ce matin, j'en faisais avec des prospects. Tu rentres dans tes frais avant 10 ans, hein, en fait, en général sur des invests. Faut voir, peut-être. Enfin, moi, je l'ai fait en amateur entre guillemets, donc. Non, tu rentres dans tes frais largement. En fait, tu recouvres tous les frais. Mais par contre, on met pas des appréciations de marché de 0,5 ou 1 parce que tu peux pas envisager qu'une ville comme alors Poitiers, j'en sais rien. Mais je parle du marché toulousain que je connais par cœur, qui est aujourd'hui devenu la 3e ville de France, qui a une dynamique économique monstrueuse. Tu peux pas, autant tu es à Bordeaux, la tendance c'est plutôt à la correction des prix qu'à la consolidation ou à l'augmentation. Autant à Toulouse a montré vraiment sa résilience sur un marché par rapport à la taille de la ville. Et donc vu que les prix sont consolidés, l'étape d'après c'est une progression, c'est pas une régression, parce que la régression elle se fait de suite en général. Donc là tu le vois, tu regardes des villes, le centre-ville de Lyon c'est la cata, Bordeaux le centre-ville c'est la cata, Toulouse ça ne fait qu'augmenter, y compris depuis 2-3 ans, alors que les taux pourtant et si ça n'a pas augmenté, ça a consolidé pendant que les autres baissaient, ce qui fait que quand même ça a tiré son épingle du jeu. Et il y a une vraie dynamique économique sur une ville comme Toulouse pour le coup, que tu ne trouveras peut-être pas dans une ville comme Poitiers. On sait rien, tu vois, je connais pas du tout, mais peut-être qu'effectivement Poitiers, l'appréciation du marché elle sera moindre qu'une ville comme Toulouse. Peut-être, Voilà. L'appréciation des loyers, nous je te le dis ce qu'on met dans nos simulations, appréciation des loyers on met 1,5. Et on trouve que c'est conservateur. 1,5. Parce que compte tenu de l'inflation, à venir, du coût de la vie, etc., 1,5 par an,
Si tu regardes statistiquement, c'est pas déconnant, mais ça reste conservateur, tu vois, on vient pas surbooster le truc. Et on met une augmentation des charges cohérente aussi de 1,5, que tout soit progressif, parce qu'il faut aussi que tu augmentes les charges, et pas que les loyers. Mais elles augmentent de manière moindre en valeur, puisque tu as moins qu'un loyer en général. Donc, voilà. Et après, sur l'appréciation du marché, ça va dépendre de la typologie des villes, de la typologie des biens aussi. Par exemple, Toulouse, hypercentre, on va être plutôt à 2,5-3%. Toulouse, barre d'immeubles années 70 pour une colocation, on va être à 1%. Tu vois, parce que c'est pas des biens qui vont prendre énormément. Parce qu'il y a moins de rareté d'emplacement et moins de rareté de cette typologie de biens-là. Voilà. Mais c'est vrai que si tu omets ces curseurs là dans tes budgets prévisionnels, c'est comme si tu achetais une action sans projeter à combien tu la vendrais dans 10 ans, tu vois. Là, si tu veux, on projetait à le vendre à 10 ans, enfin peu importe l'année, mais en se disant, bon, on va rester conservateur, ceinture bretelle. Mais tu fais jamais rien si tu fais ça. Parce qu'en fait, l'investissement, c'est vraiment un monde de risque, et que ce soit de l'IMO, de la crypto, des marchés financiers, etc. Donc, tu es obligé d'avoir des hypothèses, comme tu as, pessimistes, mais il te faut aussi des réalistes et des optimistes. Je t'avoue que nous, on se basait sur plutôt le pessimiste et on voyait ce que ça donnait. Mais du coup, ça veut dire que tu prends jamais le risque d'eux. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on a le risque d'avoir au pire que ça foire, mais que ce qu'on a prévu, et sinon d'avoir une bonne surprise. Mais si t'es en mesure de te lancer sur un truc pessimiste, parce que si t'es que sur le pessimiste et qu'à chaque fois ça te bloque parce que tu dis non, c'est que tu tentes, tu tentes pas du coup. Donc il faut quand même qu'il y ait des hypothèses et qu'il y en a un qui disent non mais regarde, franchement, si on est optimiste c'est ça. Oui mais bon regarde, moi je suis plutôt pessimiste c'est ça. Mais du coup il y a une contradiction, tu vois ce que je veux dire. Si vous vous engouffrez dans un truc hyper pessimiste, c'est compliqué. Et après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est effectivement ce qui est intelligent dans ce que tu disais, c'est aussi le fait de regarder le rendement sur les fonds propres, sur l'apport que tu mets. Parce que finalement, c'est ça qui va compter. Le reste, c'est pas ton argent. In fine, c'est que du bonus. Tu vois ce que je veux dire ? L'argent de la banque, ok, tu as des intérêts dessus, etc. Mais c'est de l'argent que tu n'avais pas au départ. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, quand tu regardes un TRI d'un bien financé sans apport, il est infini. Oui, parce que il y a 0 qui rentre. Donc et voilà, tu n'as décaissé 0 € de ta poche. C'est ça qui est beau. Donc c'est infini. Mais pour ça veut dire qu'il ne faut pas décaisser chaque mois, donc il ne faut pas avoir des charges trop élevées et il faut avoir des loyers assez élevés. Donc en général, ces projets-là, c'est plus les taux actuels 3,5, c'est plus des projets sur lesquels tu vas aller prendre du risque avec du rendement important. Donc dans des secteurs où toi, si je suis ta vision, ça sera même de la dépréciation des prix, tu vois. J'ai pas compté de la dépréciation, mais en fait, tu vois, quand je revends, par exemple, mettons que j'achète 200 000, j'ai défalqué tous les frais de notaire, pour faire que vraiment le prix de revente, donc qui est souvent moindre du coup, si jamais on compte pas d'appréciation, si tu enlèves les frais de notaire. Donc on faisait cette simulation comme ça. Mais si je te dis, tu fais la même chose dans un village de 3000 habitants à 1 heure de Toulouse, tu mets quoi comme appréciation ? Je t'avoue que je suis pas assez expert sur le truc, mais peut-être que je compterai 1% par an pour être... Pour rester à peu près lissé comme ça, 1%. Donc en 10 ans, ça a pris 10%. Ok, parce qu'en général, alors c'est un peu plus, parce que du coup c'est 1% sur 1% sur 1%. Mais du coup, je pense qu'il faut que tu gardes une cohérence en te disant une grande ville se bonifiera toujours plus qu'une petite ville qui n'a aucune dynamique économique, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des appréciations en fonction de l'emplacement du projet que tu fais. Plus que juste tu vois des chiffres mathématiques purs et durs. Disons que lui il a plus regardé sur Poitiers parce que c'est son secteur et c'est là où il connaît et comme ils disent souvent en IMO, il faut investir là où on connaît et ce qu'on sent. Donc sur Poitiers en fait il va pas aller s'amuser à regarder ailleurs. Sur Toulouse il pourrait mais il est pas à côté et en fait dans la seconde, pas dans la question mais nous ce qu'on pensait, en fait on aime bien des investissements qui sont entre guillemets plutôt passifs. Tu vois, on n'a pas trop envie d'être embêté par un mec qui t'appelle tous les 4 matins, le chauffe-eau est en panne, l'ampoule est grillée, et en fait d'avoir soit de tout déléguer, du coup ça flingue un peu la renta, mais de pas avoir en fait de charge mentale liée à ces investissements, de se dire est-ce que le locataire il va dégrader, est-ce qu'il va pas se mettre à payer du jour au lendemain et là qu'est-ce qu'on fait ?
ce genre de choses. Ok, ça, j'ai envie de dire, bon, c'est difficile de l'anticiper en dehors du bon choix de tes locataires et de faire des travaux correctement. Et de pas faire un truc à la va-vite où tu vas économiser un max pour optimiser justement un rendement théorique alors que tu vas donner un produit de merde sur le marché, donc tu auras des locataires de merde. Enfin, tu vois, parce que ça va avec. Ton chauffe-eau, s'il pète, c'est parce que tu l'as pas changé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a pas. Non, il y a des aléas. Tu l'as pas entretenu. Oui, il y a des aléas, mais en général, si tu fais bien le job, et c'est le cas, enfin, tu vois, t'as un état d'esprit de bien faire les choses parce que tu l'as fait sur ta RP, tu vois, t'as mis quand même un budget de travaux, t'as pas fait ça, on va tu dire. Prends plus soin d'un truc qui est propre qu'un appart où tu rentres, c'est pourri, c'est déjà pourri. Et puis toi, t'as aussi plus de facilité quand tu fais un état des lieux ou quand ton gestionnaire locatif fait un état des lieux de dire, attendez, c'était neuf quand vous l'avez pris, tu vois, parce que en fait, l'occasion, c'est hyper subjectif. Tu peux avoir un truc d'occasion et t'as neuf, tu peux avoir un truc d'occasion hyper pourri, ça reste un truc d'occasion. On va dire oui, mais c'était déjà comme ça. Donc déjà, petite parenthèse là-dessus, mais c'est un conseil gestion locative. Nous, on fait des états des lieux, on met 100 à 120 photos dans un état des lieux. Ok ? Il faut tout prendre en photo. Il n'y a pas de discussion possible sur une photo. Ça s'appelle un état des lieux contradictoire. Donc ça veut dire qu'il y a deux personnes. Voilà. C'est comme ça. Voilà, c'était comme ça. C'était pas un peu, oui, mais la tâche, elle était moindre, elle était déjà là. Non, elle était là ou elle était pas là. Et c'est tout, en fait. Et elle était comme ça ou elle était pas comme ça. Mais il n'y a pas de subjectivité. Parce que, bon, évidemment, le locataire, lui, il pense toujours que c'était encore pire que ça. Et toi, tu dis, non, il n'y avait rien, tu vois. Donc, mettez un max de photos, vraiment, ça rend le côté objectif. Et aujourd'hui, toutes les applications d'état des lieux peuvent permettre de faire ça. Autant à l'époque, c'était chiant, il fallait faire sur papier et tout. Voilà. Et tu mettais BE, bon état, TBE, très bon état. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'était nul, quoi. Je sais pas comment ils faisaient les gens pour récupérer leur dépôt de garantie, franchement. Bon, bref. Du coup, en tout cas, ça résout pas la question de savoir s'il faut vendre ton bien ou pas. Mais si garder ton bien te permet d'investir via une SARL de famille avec des gens de ta famille, pour le coup, ton bien, ça devient un sujet un peu secondaire. C'est un peu la perte, en fait, finalement. Surtout, ça devient un sujet... C'est moins pressé. Parce que le problème, parce que pour vendre un bien comme ça, avec des charges comme ça va être long. Surtout que, si tu veux, en fait, là où je me mettais un peu l'urgence, en me disant si je vends maintenant ou pas, c'est que là, ils vont voter prochainement, je sais pas, dans les 6 mois à venir, le changement de la chaudière. Donc, si je vends avant... c'est pas moi qui vais payer les 4 000 € qui ira à sortir. Ce sera le prochain. Donc peut-être qu'il va le négocier et dire écoutez, il va y avoir ça, donc il faut négocier. Il sait bien lire le truc, qu'il appelle le syndic et tout. Mais donc du coup, la question était là. Est-ce que si je vends une fois qu'ils ont changé, j'aurais encore sorti plus de charges pour m'en séparer sans en profiter? Parce que je pense que quand ils vont avoir changé la chaudière, du coup, la conso de gaz sera moindre. Parce que là, elle est super vieille. Elle marche à moitié. Des fois, une fois par semaine, tu as de l'eau froide. Donc, je me dis, peut-être que la conso va baisser et que les charges, moyennant cette sortie de cash pour changer la chaudière, va alléger les charges par la suite parce que la chaudière sera plus efficiente. Mais bon, le sujet vente, je pense que c'est quand même un sujet qui va être complexe, que ce soit avant ou après, tu vois. Disons que tu vois, en préparant l'épisode, il y a un truc qui m'est venu en tête. C'est pas possible, mais pour la blague, je me suis dit, en fait, il faudrait que je vende mon appart et que j'en sois locataire. Non, ça changera rien pour toi. Disons que les charges... Tu le vends à qui ? Ah, mais tu es le locataire du mec qui je le vends à un mec, par exemple, mais ce serait plus intéressant pour toi, ça c'est sûr. Moi, ça serait carrément plus intéressant. Je garde tous les bénéfices de ce que j'ai fait. Mon loyer me coûte moins cher. Après, ça dépend combien le mec il le loue. Mais j'en suis arrivé à me dire, en fait, je gagnerais de la capacité d'épargne parce que je retrouverais ma capacité d'emprunt. Peut-être mon loyer serait cher, mais j'aurais 35% de dispo pour aller faire un crédit, en fait. 35 oui et non, parce que le loyer, ils vont quand même te considérer que tu as un truc. Non, mais clairement, aujourd'hui, c'est sûr que, en plus, dans ta situation, enfin, je veux dire, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de projection de foyer familial. C'est flexible, Voilà, c'est flexible. T'as pas besoin de t'ancrer dans une RP où tu vas y mettre du cœur parce qu'il y a les enfants qui vont grandir, faut regarder pour l'école, le machin et tout. Et tu sais que foncièrement, si c'est le cas demain, tu vas être obligé de déménager quoi qu'il en soit. Donc tu vas être obligé de le vendre. Donc en fait, c'est sûr que économiquement, le vendre et être en location, c'est beaucoup plus intéressant pour toi aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être teste-le. Tu testes le marché, tu le mets en vente, tu testes, tu vois, tu testes. Tu testes, tu vois comment ça peut. Personne t'oblige à signer à la fin, tu vois, tant que t'as pas vraiment signé chez le notaire. Du moment que t'as une offre, mettons par exemple, tu le mets en vente 240. Le mec il te fait une offre à 240.
Je pensais que tu étais obligé de... Normalement, oui. Sur la loi, mais bon, est-ce qu'il va vraiment être cherché ? Normalement, oui, mais bon, après, tu lui dis que tu n'es pas d'accord avec ses conditions suspensives, et puis voilà. Ouais. Tu vois, s'il t'achète cash sans condition, ce qui est extrêmement rare quand même sur ces produits-là, cash sans condition au prix, bon, là, il peut vraiment te pousser à vendre. Maintenant, à partir du moment où il met une condition suspensive, toi, tu es en droit de la refuser. Ouais, ok. Donc, non, mais après, c'est pas pour faire perdre du temps à qui que ce soit, mais ça te permet de sonder un peu, de voir, tu vois, si jamais les gens t'appellent. Déjà, sonde un peu, voilà, si t'as un retour, confronte-toi un petit peu au marché, mais écris bien qu'il y a des charges. Peut-être fais une annonce avec des charges, une annonce sans charge, avec des photos différentes, et tu regarderas la différence aussi, tu vois. C'est un A/B test intéressant. Bon, voilà, je sais pas quoi te dire là-dessus après de plus. Est-ce que tu as d'autres questions, toi Non, effectivement, c'était ça. En fait, c'était un peu arbitré, avoir les différentes... ton son de cloche à toi et ta sensibilité sur ça. Et après, parler un peu d'LMNP. Mais du coup, j'ai eu une réponse SARL de famille. Donc ça va être... je vais le creuser, voir ce qu'il en est. L'avantage de faire ça aussi, c'est que tu ne seras pas bloqué par l'emplacement. Parce que là, tu te dis, je me suis habitué en ville, donc tu trouveras plus facilement des produits à louer dans des emplacements qui te conviennent que des produits à acheter. Ça sera moins engageant pour toi aussi, parce qu'au final, si ça ne te va pas un an après, ou même 6 mois après, tu t'en vas. C'est plus fluide. Et du coup, ça te permettra, si vous faites cette SARL de famille, ça te permettra d'aller investir dans des endroits où tu auras plus de rendement et qui correspondront peut-être plus à ce que tu attends en termes de rentabilité à 10 ans, 15 ans, tu vois. Parce qu'effectivement, sur le centre-ville de Toulouse, faire du 4% net, c'est ça à peu près, tu vois. Tu vas être entre 5 et 6 bruts avec les charges, etc. Tu vas descendre à 4% net. Donc soit tu as un méga emplacement et tu veux placer du pognon, etc. En fait, les gens qui investissent dans le centre-ville de Toulouse, c'est souvent... avec du 4% net, c'est souvent des gens qui vont mettre du cash dedans, plus pour placer du cash, pour diversifier, plutôt que d'aller chercher un effet de levier sur un rendement instantané à 4%, parce que ça, avec des taux à 3,5, ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois. Parce que mettre peu d'apport sur ces produits-là, ça veut dire avoir un effort d'épargne un peu plus important chaque mois, donc ce fameux cash flow un peu négatif. Et bon, je pense que ça n'a pas d'intérêt dans ta stratégie. Peut-être aller sur d'autres, soit des villes moyennes autour de Toulouse, soit d'autres quartiers, tu vois. Ok, ça marche. Je m'étais noté ça. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'investir à crédit sans cash flow positif immédiat, en fait, en payant quand même un crédit même avec des taux hauts, ou si des gens qui ont un capital, investir cash, mais du coup sans bénéficier de levier, quoi. Ça dépend des rendements, en fait. Ça dépend des rendements, mais clairement, le levier, il est toujours super intéressant. Nous, sur nos tableaux, on le voit bien quand on a les rendements sur les fonds propres mis, donc ça veut dire le rendement sur effectivement l'apport initial plus les efforts d'épargne éventuels que tu vas mettre chaque mois, parce que c'est du cash tous les décaissements, c'est une espèce de TRI simplifié. On voit bien que dès qu'il y a un peu de levier, c'est intéressant, mais il faut trouver un juste équilibre entre, on va dire, la capacité que tu as à mettre de l'apport au départ et la capacité que tu as ou non à faire un effort chaque mois. Il y en a qui préfèrent mettre peu d'épargne au début et du coup faire un gros effort chaque mois parce qu'ils ont des gros revenus, et d'autres qui disent ok, moi j'ai du cash mais j'ai des revenus, ou bon, si je fais 400 balles d'effort par mois, ça va être compliqué, donc je préfère mettre beaucoup d'apport au départ pour lisser un peu, se rapprocher de l'autofinancement, ou voire même être en positif sur certains types de projets, quoi. Dis donc, en fait, la philosophie c'était ça, c'est est-ce que mettons j'ai 100 000, est-ce que je les mets, est-ce que j'en mets un peu d'apport pour faire un investissement qui va me coûter un peu de cash flow, qui va pas forcément être ultra rentable à 10 ans, mais dans le même temps, si je mets 20 000 euros d'apport, il me reste 80 000 pour faire autre chose, je sais pas, de la bourse, quelque chose qui est un peu plus risqué, mais avec plus de rendement, et au global, je me serais un peu enrichi avec le levier, moins que si j'avais fait tout cash, mais le reste à côté, en fait, le coût d'opportunité m'aura plus rapporté que le reste. C'est cette balance-là, en fait, aujourd'hui qui... Ça va aussi beaucoup dépendre de ta capacité d'emprunt, clairement. Parce que, admettons, tu as 100K. Tu as 3 choix. Tu achètes un bien à 100K, tu fais 100% de cash flow, on est d'accord. Parce que du coup, si tu achètes un bien à 100K cash, ok, ton cash flow, ta trésorerie excédentaire, voilà. Tu défalques, mais tu rentres direct. Donc, si tu regardes tu te dis, ouais, c'est super rentable, ça me génère de la trésor. Bon, en vrai, c'est pas vrai, parce que du coup, ton rendement à terme, c'est le même rendement que tu as aujourd'hui. Si ce n'est la plus-value latente que tu vas réintégrer, mais bon, tu n'as pas d'amortissement du capital, et ton rendement, il va pas être boosté par autre chose que juste les loyers. Deuxième solution, c'est je fais 2 projets avec 50 000 euros d'apport. Donc finalement, je fais 200 000, mais je mets 50 000 euros d'apport, donc je vais lever 100 000, donc déjà je multiplie
ma valeur patrimoniale brute par 2. Par contre, j'ai moins de rendement à court terme, donc je vais aller mettre ça un peu plus loin, tu vois, pour m'y retrouver. Et après, l'autre solution, ça serait peut-être, je le split en 5, donc je mets 5 fois 20 000 euros d'apport. Ouais. Mais pour ça, donc ça veut dire que potentiellement, tu achètes 5 biens à 100 000, donc tu passes de 100 à 500 000. Sauf que la banque, il faut qu'elle te prête les 400 000. Est-ce que tu as la capacité et c'est ça la problématique. Voilà. Et c'est cet équilibre qu'il te faut trouver entre qu'est-ce que peut me prêter la banque, quelle est ma capacité et combien je peux mettre. Et en fait, grosso modo, c'est la banque, le juge de paix, qui va te dire moi, je veux, ou non, il me faut tant d'apports pour vous prêter tant. Et c'est ça qui va faire finalement ton projet. Ok. Mais c'est un peu. Je l'expliquais ça d'ailleurs il y a quelques années sur la martingale, justement, quand j'y étais passé. J'ai expliqué ça, ce principe on va dire de scalabilité du patrimoine grâce aux arbitrages. Et tous les 10 ans, si tu revends un bien et que tu récupères, par exemple, 100K tous les 10 ans, tu le splits en 5 fois 20, et du coup, tu multiplies à chaque fois par 5. Donc ça veut dire qu'au bout de 10 ans, ton patrimoine qui était au départ de 100 000 bruts, 10 ans après, il est de 500 000 bruts, et 10 ans après, il est de 2,5 millions. Parce que tu remultiplies par 5, tu vois. Oui, à chaque fois. À chaque fois. Du moment que tu as la capacité d'endettement, enfin, du moment que la banque te dit oui. Exactement. Du moment que tu as la capacité d'endettement. Mais finalement, tu as ton opération première ou deuxième, elle te servira d'historique pour dire vous voyez ce que j'ai fait. Et franchement, quand tu es arrivé à 25, le taux d'endettement, c'est plus un sujet. Quand tu as 25 biens, c'est pas un sujet, le taux d'endettement. Tu es considéré comme un professionnel, tu as montré que ça faisait 15 ou 20 ans que tu avais fait ça. C'est un peu différent, tu vois. Mais au début, c'est quand même pas mal d'optimiser ça. Mais ça reste, attention, à chaque fois que tu redémarres et que tu resplits, c'est un sacrifice à court terme pour en bénéficier plus tard. Il faut avoir cette vision-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Ton cash flow est négatif au départ, c'est ça que tu veux dire ? Non, pas forcément, mais ça veut dire que si par exemple... comment te dire ? On va dire que si au départ, tu as 100 000 euros, ok ? Que tu achètes cash et que ça te génère 500 euros par mois, tu as 500 euros par mois, tu as un revenu. Oui. Si justement tu splits en 5 fois 20 et que tu prends de la dette en face, tu vas être à 0 par mois. Admettons que tu fasses des projets en autofinancement, tu vas être à 0 par mois. Donc tu n'auras plus de revenus. Mais par contre, tu auras un patrimoine potentiel plus élevé et une plus-value à terme plus élevée aussi, tu vois. Et donc en fait, tu reportes à chaque fois ça. C'est-à-dire, moi, c'est un peu l'histoire de ma vie, par exemple. Moi, ça fait 15 ans que j'investis dans l'IMO, ça fait 15 ans que j'ai pas un sou, quoi. Tu vois. Parce qu'en fait, je réinvestis tout le temps, réinvestis. Et au bout d'un moment, c'est ce que me dit ma femme, et je l'embrasse, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, quand est-ce qu'on s'arrête ? Parce que c'est une fois que tu seras arrêté. C'est un jeu après, quoi, en fait. Voilà, une fois que tu seras arrêté. Et là, je parle même pas des obligations aussi de créer du déficit dans les boîtes, dans les LMNP, dans les machins, dans les trucs. Enfin, tu vois, de aussi créer la course aux charges pour lisser l'imposition. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, déjà, juste en termes d'ambition, il faut au bout d'un moment te dire bon, mais attends, moi, en fait, je suis à 2,5 millions de patrimoine, ça me convient. Ou alors, moi, 500 000, ça me convient parce que 500 000, si tout est payé, ça veut dire à 4% de rendement net, par exemple, ça veut dire 7 ans. Voilà. Et est-ce que ça me suffit, tu vois ? Ou est-ce que je cherche un complément ou est-ce que je cherche à en vivre demain ? Voilà. Si tu veux, les gens qui se disent qu'ils veulent 10K par mois, franchement, il faut en faire. Il faut en piler du patrimoine pour faire 10K par mois de loyer dans ta poche, tu vois. Donc, je parle pas des immeubles de rapport dans les campagnes pourries, etc., qui, une fois qu'ils sont revendus, perdront de l'argent et compliqué, tu vois. Voilà, je parle toujours sur du 4% net, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois. Pour moi, c'est la vraie valeur. Donc, ça veut dire qu'il te faut 1 million de patrimoine pour générer 40 000 euros de revenus, tu vois, si tout est payé. Donc, est-ce que ça, c'est suffisant ou, tu vois, mais ça sera dans 20 ans, voilà. Donc, tant que tu veux développer, tu peux, mais tant que tu veux développer, t'es comme ça et tu fais du sacrifice. Ok. Bah, tu vois, c'est ça, en fait. Moi, disons que pour l'instant, j'ai pas mis le curseur. Je me dis, il faut que j'optimise pour que ma courbe d'enrichissement, elle soit la plus exponentielle possible. Mais comment je fais ? Et aujourd'hui, finalement, la conclusion, c'est ma RP ne m'enrichit pas forcément. Et il faudrait revenir sur une philosophie différente, d'être locataire pour essayer d'avoir une courbe comme ça, quoi. Oui, je pense. Honnêtement, je pense. Vu ta situation, c'est pas nécessaire de t'embourber dans une RP juste pour avoir une RP qui te coûte à moi. Voilà, clairement. Mais bon, tu le savais déjà avant de venir. Bah, franchement, en préparant l'épisode, je savais plus ou moins, je m'étais mis un peu des œillères. Tu vois, des fois en discutant avec des gens, ils te disent non, mais ta RP, tu amortis tout ça. Ouais, mais je dis, mais tu vois, les charges, tu les sors. Est-ce que finalement la balance et ça le bloque. Et puis ça te bloque. Donc finalement, je m'étais mis un peu des œillères. Je m'étais dit bon, pour l'instant, c'est confo. Je vais pas regarder de suite. Mais finalement, quand tu te réveilles et que tu regardes, tu dis bon. Voilà ce que j'aurais pu avoir si j'avais fait ça dès le départ. En 3 ans, le delta, il est colossal, quoi. Donc, après, il faut trouver les bons projets. Et puis, tu serais en loc. Tu as besoin de diminuer tes frais
de changer de loyer, tu donnes ton préavis, dans un mois t'es parti, et t'as économisé 300 balles sur ton loyer. Là, tu vas mettre des mois à vendre, peut-être en perdant de l'argent, donc du coup, c'est un blocage supplémentaire. Voilà. Et souvent, on pose la question, c'est la question bateau d'ailleurs des investisseurs qui démarrent, qui sont jeunes, qui ont en général moins de 30, voire moins de 25, qui disent est-ce qu'il vaut mieux que j'achète ma résidence principale ou que je la loue ? Question que j'ai tout le temps. Alors, c'est ça que tu dis, ça dépend. Voilà. Des fois, Ouais, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend de ta vie. Ça dépend de ta vie, clairement. Moi, j'ai besoin d'avoir une résidence principale. J'avais besoin parce qu'on avait des enfants, parce qu'on avait besoin. Et on s'intégrait sur le moyen terme, tu vois, dans une ville, un village, avec les écoles et tout ça. Voilà. Là, je vais déménager au Canada. Je déménage au Canada, je vais être locataire. Je ne sais pas si je vais rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne sais pas si le quartier dans lequel je vais aller va me plaire vraiment au quotidien, tu vois, parce que tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Du coup, au début, je cherchais pour acheter. Je me suis dit, mais c'est une connerie. Je me suis coaché moi-même. Je me suis dit, mais t'es con, en fait, ça sert à rien. Non, mais tu vois, tu vas pas mobiliser ce cash. Si demain, tu dois repartir en France ou dans un autre pays vite, t'es bloqué. Tu vas bloqué, avoir, tu vois. En fait, ma question, finalement, derrière tout ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le confort d'avoir sa RP, est-ce qu'il est compatible avec un enrichissement intéressant ? Oui, il l'est. Il est à condition de bien choisir sa résidence principale et de faire en sorte qu'elle ne te coûte pas plus que la même chose en location. C'est un peu ça le truc. Si elle te coûte la même chose à bien équivalent à côté, ton voisin il a le même bien, il est locataire et il paye 30% moins cher que ton crédit, c'est plus intéressant parce que toi tu capitalises. Donc ça, même si tu payes plus cher, tu capitalises. Donc alors que lui il s'enrichit pas, c'est à fond perdu. Mais toi en même temps, si tu es locataire, mais que cette capitalisation tu l'as fait sur de l'investissement locatif, il faut pas le claquer en allant boire des bières exactement. Ton locataire à côté, s'il investit pas dans l'IMO, il fait une moins bonne opération que toi. Par contre, si toi, tu utilises justement cette économie pour investir dans l'IMO, bah, ça se vaut. Voilà. Et si tu as du cash, ton cash travaillera peut-être mieux en bourse, par exemple, et pourtant, je suis pro-IMO, tu sais, voilà, mais travaillera plutôt mieux en bourse que dans ta résidence principale. C'est aussi souvent le cas, tu vois, parce que tu mobiliseras pas d'apport sur une location, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. L'idéal, arrêter de pouvoir s'enrichir, mais la courbe d'enrichissement est peut-être pas aussi droite que si tu fais du LMNP qu'avec ta RP, quoi. Oui. Si jamais tu achètes bien, que tu payes pas trop de charges, que finalement tu payes autant, alors c'est peut-être pas, je sais pas si c'est vrai à Toulouse, je dirais que non, de payer autant en locataire pour un bien similaire que dans ta RP sera forcément, je dirais, plus petite pour un loyer équivalent. Mais si le bien s'apprécie, finalement, ça dépend des quartiers. C'est toi qui amortis, en fait. C'est pas le locataire qui le paye pour toi, quoi. Ouais. Mais ça dépend des quartiers, ça, effectivement, des types de biens, etc. Tu vois, ce rapport entre le crédit que tu pourrais avoir en achetant et le loyer que tu paierais si tu étais locataire. On va résumer rapidement pour clôturer l'épisode. Ouais. Donc, de confronter ta RP sur le marché de la vente pour voir ce que ça peut donner et te rassurer ou non sur justement qu'est-ce que je peux en sortir, la liquidité. Et tu vois, à comparaison, en fait, il s'est trouvé que quand j'ai acheté l'appartement, la dame qui habitait avant avait acheté les 2 mêmes appartements. Donc moi, je suis au 4e étage et son fils a le même appartement au-dessus. Exactement le même, pas rénové, donc pas une cloison ouverte, cuisine séparée, tout ça. Il l'a vendu il y a 1 mois. Il en a tiré 210 000 €. 100 places de parking et pas rénové. Lui, il a juste changé les fenêtres. L'appartement est propre, mais il y a quand même un coup de frais à faire si tu veux le mettre à ton goût. Donc je me dis, moi qui ai tout rénové avec place de parking, est-ce que finalement, je n'arriverai pas à en tirer plus que 250 ? C'est là où finalement de le confronter. Tu devrais, si la réno, effectivement, parce que même s'ils font une réno cheap, ça va être 30 000 balles. Ouais. Donc tu es déjà à 240. Plus le parking, ça se valorise peut-être 10-15. C'est fou, il y a des mecs qui vendent dans les parkings là où je suis, ils vendent les places entre 20 et 25 000. Une place de parking à cet endroit-là? Ah ouais. Donc tu vois, tu rajoutes 20K, on va dire. T'as la cave, bon ça, t'es compté dedans, mais tu rajoutes la place de parking, 20 000. Oui, donc au final, tu peux être à 250, 260, voilà. Je pense que ça peut se tester. Ça peut déclencher, peut-être pas pour un investisseur, parce qu'il va avoir les charges de dire, non, ça marche pas pour faire du LMNP, mais pour, je sais pas, pour quelqu'un justement qui, comme moi à l'époque, cherche à acheter, qui se dit, primo-accédant, primo-accédant, il a dit pourquoi pas. Faut que tu le fasses. Franchement, faut que tu le fasses. Et ensuite, renseigne-toi sur la SRL de famille. Je peux te mettre en relation, tu me diras après si tu en as besoin. Pour justement, et sonde aussi, c'est con, Pâques vient de passer, tout ça, mais si tu as des fêtes de famille qui arrivent et que vous voyez tous. Justement, en fait,
En ce moment, on discute pas mal, parce que justement, mes parents ont touché une somme d'argent d'un héritage, malheureusement, mais ils cherchent à le placer, et juste, ils ne savent pas, en fait. Parce que quand tu as un petit peu à placer tout le temps, tu te dis, je lisse mon risque. Mais quand tu as un montant à mettre, et que tu te dis, putain, là, j'ai un gros montant, si je me foire, je vais en perdre. Et en pensant, surtout, mes parents, ils ont cette philosophie-là, j'espère qu'ils vont en profiter autant qu'ils peuvent et qu'ils ne laisseront pas grand-chose, mais à la succession. Et donc, ils se posent la question, qu'est-ce que je fais pour optimiser la succession, continuer à avoir du cash flow, bien vivre à la retraite, valoriser le truc. Et finalement, pour l'instant, des conseillers en gestion de patrimoine qu'il a pu voir, personne n'a parlé de SARL de famille. Pour moi, SARL de famille avec démembrement, nue propriété, usufruit, franchement... Parce qu'aujourd'hui, on lui a proposé une SCP, justement pour faire les donations de départ, investir dedans, mais ça mettait, si tu veux, de mettre du cash dans le compte associé, de se rembourser au fur et à mesure. Mais s'il arrivait quelque chose, mettons demain, en fait, ça servait à rien. Vous alliez payer des droits de succession sur le compte courant, sur la créance. Donc soit c'était de l'assurance vie, soit la SARL, je sais pas comment ça marche. Il faudrait que justement que je lui pose la question, peut-être qu'il appelle ton comptable et qu'il en discute, voir en termes de tout confondu dans son projet, comment ça expert comptable et notaire pour toutes les notions de transmission et tout. Franchement, pour moi, voilà, ça peut se faire. Hein. Mais j'en avais pas entendu parler, ça peut faire sens. Voilà, donc c'est ça. Je pense qu'il y a 2 étapes. Hein. C'est pas vraiment compliqué pour en tout cas pouvoir te donner la capacité d'investir comme tu le souhaites. Il faut passer ce blocage et se dire j'ai vu comment c'était de faire un appart de A à Z. J'y étais bien et maintenant je repars sur autre chose pour faire la même chose, mais pour le louer. Mais plus pour créer du patrimoine sur le long terme. C'est ça. Et que tu peux garder quel que soit ton projet de vie. Mais si tu déménages, ta RP, tu la gardes pas. Tu vois. Tu es obligé de t'en séparer. Voilà. Moi, clairement, je te le dis, hein, je pars au Canada là, dans quelques mois. Je vends ma maison, là, je la mets en vente cette semaine. Ah, je croyais que c'était pour l'exemple. Non. Ah oui, je pars habiter au Canada là, dans 3 mois. Je vends ma maison, là. Je vais perdre de l'argent, je le sais. J'ai acheté il y a 3 ans, j'ai tout rénové avec des matériaux que je voulais moi, que j'ai choisi moi, des trucs assez haut de gamme. Je les retrouverai jamais. Je le sais que je vais perdre de l'argent, mais je le sais, c'est mon métier. Enfin, tu vois, voilà. Mais les gens ont du mal souvent à se dire putain, je perds de l'argent, donc je vends pas, tu vois. Mais t'en perds peut-être encore plus à pas vendre et arbitrer maintenant pour couper. Donc tous ceux qui m'écoutent, qui veulent une belle maison dans Toulouse, proche d'un futur métro, si vous voulez faire un bon coup et saigner un vendeur, appelez-moi, je vous vends ma maison. vous ferez un bon coup parce que vous la paierez moins cher que ça m'est revenu. Ou si vous voulez un T2, primo accès. Voilà, ou un T2 à compense, allez-y. Et même peut-être qu'on peut faire d'une pierre deux coups, on va voir comment on s'arrange entre nous. Ça marche. Bon, merci Mathieu, merci encore pour les chocolatines, c'est avec sympa. Plaisir, merci et non pas les pains au chocolat, sinon tu me ramenais du pain avec du chocolat. Mais voilà, à bientôt. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir écouté ce podcast et d'être toujours plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à commenter si vous avez un retour à nous faire. Des fois on raconte des conneries, donc il faut nous le dire aussi. Et puis n'hésitez pas surtout à partager l'épisode autour de vous, parce que des situations comme Mathieu, je pense qu'il y en a pléthore en France, et donc ça pourra servir à beaucoup de monde. Merci, ciao. Ciao.